Bonjour à tous. Eh bien, comme pour ces séances d'une heure et une expérience, on commence dans les temps mêmes et on termine dans les temps mêmes. Donc, on va commencer de suite. Je suis ravie de vous accueillir donc pour ce temps d'échange d'une heure et une expérience qui va porter sur les équipements culturels et leur rôle pour la redynamisation des petites villes. Et nous aurons donc deux exemples, à la fois la Cité du mot qui nous sera présentée par Luc Jolivel, chargé de mission, et Thierry Jacob, qui est animateur de l'architecture et du patrimoine à la Oui, Cité du mot, à la sur Loire, et la la Caserne chance, je Pepa vais qui nous sera présentée. Alors, il faudra éteindre Mélanie. Je ne vois une Mélanie qui pourrait peut-être éteindre son micro. Merci. Et la Caserne Pepa qui nous sera présentée par Madame le maire, Claire Lapéroni, de Pont-Saint-Esprit, qui est vice-présidente aussi de Cité remarquable de France. Donc, merci à tous. Loé Desvignes est avec nous et animera les débats qui auront lieu à l'issue de ces deux témoignages et qui permettront donc d'échanger autour de ces deux lieux et sur d'autres propositions également. Alors, ce temps est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, eh bien, vous éteignez votre caméra. Donc, je vous propose qu'on commence de suite avec la Cité du mot. Et donc, je vais laisser la parole à Luc Jolivel et à Thierry Jacob. Je leur laisse la parole pour 15 minutes et nous enchaînerons avec Claire Lapéroni pour 15 minutes également et vous aurez donc une vingtaine de minutes pour les débats. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, la parole est à la Charité pour la Cité du mot. Bonjour à tous. Alors, la Charité-sur-Loire, on va essayer déjà de vous présenter un petit peu le site. Vous m'entendez bien tous? Oui? Oui. Oui. Donc, on va essayer déjà de vous présenter le site. Nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, dans la Nièvre. Alors, c'est une toute petite ville dans un territoire qui connaît depuis, ma foi, fort longtemps une longue déprise industrielle. C'était un site industriel métallurgique, pour l'essentiel 19e et début de 20e, et qui connaît une vraie déprise à petit feu, mais une vraie déprise, avec la perte de population qui va avec. Nous perdons encore de la population, même si nous connaissons quelques signes positifs ces dernières années, par le désenclavement, par la proximité relative de Paris. Nous sommes à 2 heures du cœur de Paris, et évidemment moins du sud de l'Île-de-France. Et à la Charité s'est engagé un projet qui a fait le pari du patrimoine, de la culture, du tourisme, dès le début des années 2000. Et vous allez le voir, c'est un travail au long cours, le projet de la Charité-sur-Loire. Alors, très rapidement, pour l'essentiel, c'est un monastère clunisien, et dont je ne vous dirai qu'une chose, c'est que ce grand monastère clunisien, l'établissement principal de Cluny, c'est la filiale de Cluny, est devenu un quartier de ville à la Révolution française. Donc, c'est un monument qui a complètement fusionné avec la ville qui l'entoure, et ça donne quelque chose d'assez étonnant, avec un patrimoine très intégré dans la ville, même s'il reste, vous le voyez, très dominant dans la ville. Il se trouve qu'en 98, et ça a participé à la montée en puissance du site, l'église a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial, sur cette liste assez surnuméraire des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, puisque nous sommes 78 sites sur cette liste. Et un long chantier de restauration a commencé un petit peu sur cette base-là, mais pas seulement, pour restaurer la totalité, enfin le prieuré et l'église priorale. C'est au total, à ce jour, à peu près 17 millions d'euros de travaux qui ont été consacrés au prieuré. Tout ça, c'est les bases de notre projet culturel. Puisqu'il s'agit de revitalisation de territoire, nous avons des territoires, de multiples territoires, mais comme un peu vous tous, c'est-à-dire que nous avons des territoires d'appartenance, soit la Fédération des sites tunisiens, que nous avons participé à créer en 1994, et qui rayonne sur 7 ou 8 pays européens à ce jour.
C'est évidemment l'appartenance à ce réseau qui s'est créé après l'inscription sur le patrimoine mondial, qui est l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, donc avec un réseau animé par l'Association de coopération interrégionale, et qui a beaucoup participé à la revitalisation de notre territoire, tout simplement parce que ça lui a redonné une identité qu'il avait perdue et une fierté d'appartenance. Et ce n'est pas négligeable. Autre inscription, autre réseau, et Sites et Cités n'y est pas pour rien. Nous sommes ville d'art et d'histoire depuis 2012, une petite ville d'art et d'histoire, puisque c'est une ville d'art et d'histoire de 4800 habitants. Vous voyez que la charité est vraiment toute petite. Et quand il s'agit de parler de revitalisation, eh bien, ça passe par différents moyens. L'histoire a commencé en 2000. Alors que nous lancions le projet de patrimoine, nous avons également créé la Ville du Livre, qui est une réunion de libraires en livre ancien, une dizaine de libraires en livre ancien sur le centre-ville, sur le modèle de la Cité du Livre de Becherel. Il y en a d'autres en France. Et c'est la base de l'histoire qui va arriver tout doucement à la Cité du Mot. En 2005 se crée le Festival du Mot, qui est maintenant devenu le Festival des 4 coins du Mot, mais qui a réellement porté tout l'élan du site de la Ville du Livre, puis la grande notoriété du Festival du Mot, parce que tout simplement, il y avait des directs de France Inter. Alors ça, c'est formidable, ça crée de la notoriété facile, ça porte de la communication de la saison touristique, c'est parfait. Et puis, très, très vite, il a fallu passer au pérenne parce que c'est compliqué, le feu de paille. Enfin, je vais revenir un petit peu sur ces arguments-là. De la création du mot, de la Cité du Mot, s'est faite en 2014, 2012, puis 2014, avec un établissement public de coopération culturelle et un label du ministère de la Culture. Cette revitalisation, on l'a portée, elle a été portée par plusieurs choses. Tout d'abord, un patrimoine. Bon, il est riche, on a cette chance-là, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, c'est l'atout de notre ville, c'est une des cartes à jouer de notre territoire, une des rares cartes à jouer de notre territoire. La déprise est réelle dans la Nièvre. Mais évidemment, le patrimoine, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il a fallu très très vite se poser la question du devenir des monuments, des salles que l'on restaurait, hein, d'aller au-delà de la restauration qui était évidemment insuffisante. Mais le projet n'est pas sorti. Et des fois, il ne faut pas avoir de scrupule à aussi plaider auprès de nos partenaires financiers le fait que le projet il va se faire en marchant. Hein. En tout cas, c'est nous ce que l'on a dit. On a dit il y a le temps de la restauration, mais on va en même temps continuer à utiliser le monument, etc. Bon. Il a fallu, et c'est ce que va vous présenter Thierry, créer une structure culturelle permanente, pérenne, tout simplement parce que c'est traumatisant les festivals. Le temps des festivals, c'est enthousiasmant pendant les festivals. C'est stressant avant et c'est frustrant après quand le feu de paille s'est éteint. Hein. Donc, on a essayé de trouver des moyens pour installer l'action sur la durée, pour s'abriter derrière et s'appuyer même sur un label national exigeant qui est celui du Centre culturel de rencontre. Ce n'est pas forcément un label qui est très 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 connu. Notre ami de Pont-Saint-Esprit est pas très très loin de Villeneuve-les-Avignon, mais c'est aussi le label de Fontevraud, de Royaumont, de la Corderie royale de Rochefort, etc. C'est 19 monuments au total qui bénéficient de ce label, qui est à la fois une exigence artistique nationale et un travail de terrain avec la population. Et donc, ça participe évidemment au renouveau de territoire. Et évidemment, c'est un financement de l'État, de la région, du département et de la ville. Voilà, j'ai pour ma part porté le projet pendant de nombreuses années, jusqu'en 2018, et je suis maintenant chef de projet Petite Ville de demain pour 2 autres villes, plus la Charité, qui toutes les 3 s'appuient sur la culture et le tourisme pour
pour porter leur projet de ville. Je vais passer la main à Thierry pour la suite, pour le quotidien de la Cité du Mot. Et évidemment, on sera à votre disposition pour les questions parce que cette présentation relève elle aussi du feu de paille, comme vous l'avez vu. Merci Luc. Bon, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que... Alors attendez. Il faudrait, Luc, que vous sortiez du partage d'écran, que Arrêtez. Thierry puisse se connecter. Ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Oui. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Thierry Jacob, je suis l'animateur de l'architecture et du patrimoine à Charité-sur-Loire et je suis rattaché justement à la Cité du Mot. Je viens de prendre mon poste récemment, puisque j'ai pris mon poste en novembre de cette année. Alors Luc vous a fait un panorama global d'un contexte. Moi, je vais vous présenter plus concrètement ce qu'est la Cité du Mot, à la fois ce territoire, son lieu et ses projets. Et avant tout, la Cité du Mot, c'est finalement une structure culturelle qui est située en plein cœur du prieuré, ce que vous avez à l'écran. Prieuré qui est lui-même, grosso modo, au centre de la ville, notion sur laquelle je reviendrai par la suite. Et en fait, par-delà le lieu matériel, le patrimoine, la Cité du Mot, on peut dire que c'est 3 lieux. En tant que structure culturelle, en fait, c'est un lieu de développement culturel du territoire pour la population, mais qui s'inscrit dans des échelles d'action et des enjeux territoriaux qui ne sont pas toujours les mêmes. La Cité du Mot, ce qu'elle gère aussi, c'est un site patrimonial, le site patrimonial du prieuré, mais aussi de la ville d'art et d'histoire, site qu'il faut mettre en valeur et animer par une politique de médiation. Et comme vous l'avez vu, je reviens sur la slide précédente, en fait, la Cité du Mot, c'est des espaces très vastes, une partie est encore vide, qu'il va falloir aménager pour doter la ville d'équipements culturels. Et globalement, aujourd'hui, depuis 2018-2019, en fait, la Cité du Mot s'est vraiment recentrée sur son projet culturel qui est toujours en cours d'élaboration et en tout cas qui est toujours en marche. Et la Cité du Mot, en fait, ça répond à un double statut qui n'est pas toujours évident. Comme l'a dit Luc, la Cité du Mot, c'est un établissement public de coopération culturelle. Donc ça, c'est une forme juridique qui existe depuis 2002 et qui a un avantage, c'est de pouvoir associer des partenaires très différents, publics ou privés d'ailleurs, pour promouvoir un projet culturel qui lui permet d'avoir une plus vaste échelle d'action et un rayon d'action plus vaste. On a 4 partenaires, l'État, la ville, le département de la Nièvre, la région Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, ces 4 partenaires, ça nous permet, à travers la ville, d'avoir un ancrage local qui est très fort. On est en coopération et en liaison permanente avec la ville. La Cité du Mot est aussi en plus ou moins cofinancée, en tout cas en liaison avec la communauté de communes qui s'appelle ici les Bertranges, dans la Nièvre. Donc, on a déjà un dépassement de notre rayon d'action. L'État est partenaire, ce qui permet du coup une insertion dans les politiques culturelles et patrimoniales nationales, avec à travers bien sûr la participation de différents dispositifs que vous pouvez connaître, mais aussi les subventions. Et en fait, pareil, l'intervention du département et de la région permet encore une fois de dépasser notre cadre strictement local d'intervention. Ça nous permet aussi d'avoir un financement qui permet de se doter d'un événement, un rayonnement national que vous connaissez peut-être, qui est donc l'ancien Festival du Mot, qui s'appelle aujourd'hui le Festival aux 4 coins du Mot. La Cité du Mot, c'est encore une autre structure, c'est ce qu'on appelle un centre culturel de rencontres. Donc, il y en a une vingtaine en France, je crois 20 piles. Un centre culturel de rencontres, en fait, ce sont des lieux, on peut dire aussi que ce sont des tiers-lieux, qui sont dans un établissement patrimonial et qui doivent développer un projet artistique en synergie avec le patrimoine et le territoire. Et en gros, c'est quelque chose il s'agit de valoriser un patrimoine à travers une démarche artistique, créative et contemporaine. Et comme son nom l'indique, la Cité du Mot, en fait, la marque de fabrique, c'est le mot. Je reviendrai sur cette définition, mais en fait, c'est la rencontre à la Cité du Mot entre le patrimoine et la création artistique, fédérée autour de ce qu'on peut appeler le mot, le langage ou la pratique du langage.
La structure est là à la fois donc à gérer donc les lieux, mais aussi à les mettre en valeur à travers une programmation culturelle. Quand je dis gérer, on est plus locataire, on fait un entretien, disons, l'entretien minimal, le reste étant fait par la ville ou par les monuments historiques, mais on doit mettre le monument en valeur. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces mots? Parce que c'est vrai que citer du mot peut paraître un peu, disons, confus, abscon. C'est le mot oral comme le mot écrit, c'est le mot littéraire comme le mot artistique, c'est aussi le vocabulaire comme la pratique de la langue. Et pour donner juste un exemple, on s'inscrit dans plusieurs projets d'EAC, d'éducation artistique et culturelle, notamment avec un programme qui est celui du ministère de la Culture, vous savez, sur 10 mois, 10 mots, un thème, des mots à mettre en valeur autour de ce thème, ce qui est cofinancé par le ministère de la Culture. Du coup, c'est quelque chose qui crée ou qui doit établir des projets en commun entre la partie patrimoine et la partie création artistique. Bien sûr, le fait d'être un CCR, ça confère à la Cité du mot une notoriété, une certaine visibilité et l'inscription dans des programmes qui sont propres au programme des centres culturels de rencontre. Comme l'a dit Luc, je reviens très brièvement là-dessus. La Cité du mot est porteuse de la ville d'art et d'histoire. C'est d'où mon poste. Moi, je suis rattaché à la Cité du mot en tant qu'animateur du patrimoine. Et elle a pour but de faire vivre cette ville d'art et d'histoire. Et nous sommes ici en cours un peu de redéfinition à la fois des activités, mais aussi du rayon d'action. Pas seulement le prieuré, désormais toute la ville. Luc a dit qu'il y avait eu un passé métallurgique, s'intéresser aussi à un passé historique, patrimonial, à la vie des gens plus récents que cette période médiévale centrée sur le prieuré. Et enfin, on est partie prenante de plein de projets à la fois culturels et territoriaux. On participe au site patrimonial remarquable ou à la future définition du plan de gestion UNESCO de l'Église. La Cité du mot, c'est une petite structure avec des moyens humains et budgétaires limités. Vous voyez, on est 7 personnes. La direction est assurée par monsieur Philippe Lemoine. Donc, on a un pôle administratif et on est 7 équivalents temps plein pour porter les projets, une personne pour toute la partie festival et EAC. Et donc, moi, pour tout ce qui est patrimoine, on gère aussi le musée municipal qui est fermé et la définition de la programmation d'été. On a, je crois, le plus petit budget des centres culturels de rencontre. C'est un budget de 650 000 € environ, mais qui est pour beaucoup, pour moitié, en tout cas, orienté vers la programmation, puisque c'est 45%. Alors, petite structure, mais programmation qui est riche, qui est variée et qui est à la fois inscrite dans le territoire, mais aussi ouverte sur le monde. On a 3 temps forts. Donc, le festival aux 4 coins du mot, qui dure 4-5 jours en mai. Donc, cette année, ça sera du 24 au 27 juin, qui est un festival qui attire une population des visiteurs, finalement, en rayon national, mais aussi local et régional, et qui a pour partie été un peu recentré aussi sur la participation de la population. On a une programmation estivale de fin juin jusqu'aux Journées du patrimoine qui s'appelle Voilà l'été dans la cité, qui est plus organisée par la partie ville d'art et d'histoire, avec des ateliers, des visites guidées, une exposition, des thèmes. Et cette année, nous allons faire rimer ensemble le patrimoine bâti, le patrimoine, et les citations peintes, puisqu'on a 150 citations dans le centre-ville peintes sur les murs des villes, qui va être le thème de la programmation d'été. Et là, on collabore. Bien sûr, on a un financement de la DRAC, mais on va collaborer aussi avec les associations locales, avec les partenaires locaux, différentes associations. Un grand partenaire pour nous est le centre social. On va aussi avoir un partenariat avec le centre hospitalier spécialisé qui est situé à la Charité. Troisième grand temps fort, c'est un festival Grand Chemin qui a lieu en novembre, un festival là qui est solidaire et culturel. Alors, c'est des ateliers, des repas, des projections, des rencontres autour du thème du voyage et d'un continent. Ce qui est intéressant, c'est que ce festival a lieu à la Charité, mais pas uniquement, il a lieu dans l'ensemble de la communauté de communes, mais aussi à Nevers et a pour but de fédérer une grosse partie des acteurs culturels locaux et départementaux. Donc là, vous avez les affiches de nos 3 temps forts. Sachant que la Cité du mot, ce n'est pas que les temps forts. Hein. On mène des projets d'éducation artistique et culturelle qui croisent mots et patrimoine. Notre statut de centre culturel de rencontre fait qu'on a des résidences d'artistes. On a actuellement un artiste grec, un artiste afghan, qui travaillent sur les mots, sur les photos, et qui vont mener des projets, alors pour l'un avec les habitants, pour l'autre avec nos réfugiés, puisqu'on dispose d'un CADA à la Charité, qui vont faire un projet
en fait écrire, et notamment sur des supports différents, le mur, en tout cas des grands panneaux. On participe, comme vous le voyez sur l'affiche à votre droite, à la semaine de la langue française et de la francophonie. Et la réflexion que l'on mène actuellement au niveau de la ville d'art et d'histoire, c'est la redéfinition de ces activités, de ces centres concentriques d'activités et des publics, peut-être en se recentrant un peu plus sur le public local et scolaire. Et je termine juste par deux grands projets. Sur votre gauche, vous avez, alors je pense que, est-ce que tout le monde peut voir l'emprise du prieuré? C'est tout ce qu'il y a en noir, l'église, le cloître et les bâtiments prioraux. Nous avons un grand projet qui est d'aménager ici cette grande aile qu'on appelle la salle haute, qui va à terme héberger la bibliothèque-médiathèque de la ville, un centre de conférences, un centre de rencontres, et qui sera aussi désormais le point d'accès du prieuré quand on arrivera par cette partie-ci de la ville. Et si vous voyez sur la droite, vous voyez ici l'aile, ici, mais vue de l'autre côté, ici, en fait, on a une ville qui est construite sur un coteau. Et en fait, ce point haut ici, et là, on est beaucoup plus bas. Et du coup, on ne peut pas forcément toujours trouver l'accès au prieuré ou rentrer facilement dans le prieuré. Et le but, c'est non seulement d'aménager cette grande aile, mais vous voyez, à partir de cette fenêtre, de faire une passerelle qui partirait pour ouvrir la cité du mot sur la ville et à renforcer son insertion dans la trame urbaine. Et je termine pour dire que dans cette partie-là, le projet d'ici 2-3 ans, c'est d'aménager un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Encore une fois, son rayon d'interprétation va être des cercles concentriques. Il faut qu'on réfléchisse. Le prieuré, la ville, et pourquoi pas un territoire beaucoup plus vaste, finalement, peut-être à l'échelle de la communauté de communes, sans que ça soit très administrativement borné. Et voilà, je termine par nos coordonnées à Luc et à moi, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix autour de la Charité-sur-Loire. On reviendra vers vous pour des questions. Alors, n'hésitez pas à en poser et à les transcrire dans le chat si vous voulez déjà commencer à poser ces questions. Et on va descendre, on va partir de la Bourgogne-Franche-Comté pour descendre vers le sud, vers l'Occitanie, entre l'Occitanie, en Occitanie, mais pas loin de la région PACA, pas loin de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va descendre au bord du Rhône, donc à Pont-Saint-Esprit, avec Claire Lapéronie. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je vous emmène à Pont-Saint-Esprit et je vais vous raconter un bout d'histoire d'un lieu qui s'appelle la caserne. Donc on peut passer louer au deuxième slide directement, s'il vous plaît. Alors, d'abord, Pont-Saint-Esprit, Marie-Lise l'a dit, on est au sud-est, un peu plus au sud que la Charité. Donc à l'extrême nord-est de l'Occitanie, mais donc tout près de la Drôme et du Vaucluse. Le slide d'avant, on voyait une vue de la ville aussi bordée par le fleuve Rhône, mais on le voit là en haut à droite, c'est ce qui s'affiche. Ah, bah voilà, ça revient. Donc là, vous voyez une vue aérienne de la ville avec un patrimoine important, 16 monuments historiques, une procédure de PSMV qui a été enclenchée en 2014 et le PSMV a été approuvé l'an dernier. Et on a parlé d'un prieuré à la Charité et le gros monument que vous avez sur la gauche avec une sorte de bulbe sur le toit, c'est aussi un prieuré, un site clunisien. Donc, une ressemblance aussi avec la Charité. Et donc, cette ville qui est contrainte à l'est par le fleuve Rhône, puisque nous sommes sur la rive droite du fleuve Rhône. Voilà pour la ville. Et donc, on peut passer au slide d'après. Donc, on zoome un peu plus pour arriver, ça va arriver, je pense. Voilà. Sur cette fameuse caserne, vous voyez ce bâti aux allures et aux dimensions militaires, hein, puisque au départ, c'était une caserne. Et je vous montre cette photo pour vous
bien vous montrer la centralité de ce lieu qui est un énorme lieu dans la ville. L'hypercentre est sur votre droite avec le centre ancien médiéval, le linéaire commerçant, là où vous voyez les platanes, le Rhône en haut à droite, et vous voyez l'Ardèche, c'est le confluent de la rivière Ardèche qui se jette ici. Et à droite, donc à l'est, l'arrivée par le Vaucluse, l'Ardèche au nord, et côté sud, il y avait la route pour Nîmes et Avignon. Donc, pour vous montrer que ce lieu est vraiment central dans notre commune. Une commune qui a 10 500 habitants voilà, aujourd'hui. La slide d'après, s'il vous plaît. Alors, la caserne, aujourd'hui, c'est quoi? Donc, on est rentré dans ce fameux carré. C'est un espace donc, qui est grand, hein, il y a 7000 m² de locaux, qui héberge de manière mutualisée une quarantaine d'associations, sachant que le tissu associatif chez nous, c'est à peu près 180 associations. On a aussi, vous voyez, en rez-de-chaussée, des commerces donc, qui ont vue sur la partie extérieure de ce grand carré. Et puis, on a voulu recréer ce qu'on appelait autrefois une cité administrative, donc concentrer des services municipaux, puisque vous voyez avec cet espace en rez-de-chaussée, ben, on est dans les clous pour l'accessibilité, hein, pour les PMR. Donc, une concentration d'une multitude de services que je vais décliner plus précisément maintenant. Donc, on peut passer à la slide d'après. Alors d'abord, un peu d'histoire. Cette caserne, elle n'est pas toute jeune, hein, elle a été bâtie au 18e. Et effectivement, elle accueillait des militaires. Et encore sur son fronton, on a l'inscription Caserne du Roi. Et on a voulu reprendre, quand on a voulu la renommer, on a voulu reprendre ce nom originel avec le Z de la caserne. Quand j'ai été élue pour la première fois en 2011, les Spiripontins, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens de Pont-Saint-Esprit, l'appelaient la caserne Pépin, parce qu'effectivement, elle avait été baptisée la caserne Pépin du nom de ce général d'Empire. Mais en lui redonnant ce nom de la caserne, en le modernisant avec son Z, on a voulu garder la mémoire du lieu, mais aussi moderniser et démilitariser, si j'ose dire, le lieu pour en faire un lieu de vie moderne. Donc, c'est un détail, mais dans les noms aussi, c'est important de montrer que le lieu évolue au fil du temps. Donc, voilà les clichés un peu historiques. Il y en a ensuite après, donc puisque la caserne, au moment de la Première Guerre mondiale en particulier, était un centre de recrutement très, très important, d'où les poilus partaient. Donc là, vous avez des clichés. Et jusque dans les années 70, hein, elle a hébergé la gendarmerie. Donc, des Spiripontins se souviennent encore de ce lieu comme la caserne de la gendarmerie. Ce lieu, quand on est arrivé en 2011, était un peu en déshérence. La cour c'était de la terre battue, il y avait des nids de poules, il y avait un linéaire commerçant qui était un peu délité. Donc, dès 2012, et par un plan de travaux bien réfléchis chaque année, parce que vous voyez que le montant est quand même assez impressionnant, le montant de travaux était impressionnant. Donc, chaque année, on a décidé d'investir dans ce lieu pour en faire un lieu de vie moderne. Donc, vous voyez sur les photos, nous avons commencé par la cour. Donc, il a fallu rendre ce lieu un peu minéral. Mais à l'époque, on aurait voulu mettre des points d'eau, mais on n'avait pas assez d'argent. Donc, on est resté sur du minéral pour la rendre accessible et enlever les nids de poules. Ensuite, donc voilà, un montant total de 4,7 millions pour tous les travaux. Ensuite, il a fallu mettre en accessibilité. Donc, vous voyez l'apparition de l'ascenseur. Donc ça a été fait en 2016 de mémoire.
Ce bâtiment est complexe aussi parce que ça cumule pas mal de fonctions différentes, des catégories d'ERP différentes. Donc, nous avons été mis en demeure par la préfecture de créer aussi un centre d'hébergement. Donc, ça, c'était en 2013. Donc, on a un centre d'hébergement d'urgence en cas de coup dur avec 45 couchages. Donc, malheureusement, il a servi parce qu'il y a quelques années, on avait eu une grosse explosion de gaz. Donc, on était bien content de l'avoir. Et bien heureusement, il sert aussi de couchage quand on accueille des stagiaires sportifs ou culturels. Donc, on héberge des stagiaires adultes ou enfants dans ce lieu d'hébergement. Et puis, en 2017, on n'avait pas de guichet unique à Port-Saint-Esprit. On a des services éclatés dans toute la ville. Donc, il y a 4 ans, on a créé un guichet unique, un point de rencontre pour tous les usagers, pour toutes les démarches administratives des usagers, qu'on a appelé Citizen, pour rappeler, pour avoir encore ce petit clin d'œil aux aides de la caserne. Donc, c'est là où toutes les personnes du territoire viennent faire leur démarche. Et plus dernièrement, il a fallu mettre en conformité aussi, mettre une climatisation et conformité incendie, notre salle des fêtes, la salle de rencontre de la ville, la cour, et puis mettre aussi dans les clous toutes les vitrines des commerces. Donc, c'est un lieu où on a beaucoup investi, mais c'est un investissement pour le long terme. Et on est bien content. Voilà. J'essaie d'aller vite pour laisser place à l'échange. Donc là, c'est le cofinancement des partenaires. Il ne faut pas les oublier parce que seuls plus de 4,7 millions d'euros, on n'aurait pas pu le faire, sachant que la capacité d'investissement de notre ville, c'est 3,5 millions par an. Donc, c'est d'où l'importance de l'étaler dans le temps. Donc, l'État nous a beaucoup soutenus dans ces opérations successives. Nous, on dépend de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, qui est une agglo qui est composée de 44 communes sur le territoire. Donc, on a un système de fonds de concours. Donc là, l'agglomération est venue nous aider pour ces projets. Et la région Occitanie aussi a mis au pot, si j'ose dire, pour tout ce qui est l'accessibilité. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le schéma de financement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous voyez le bâti, toujours ce grand carré. Quand vous rentrez dans la cour, vous avez en face de vous donc la salle des fêtes qui est devenue, puisqu'on n'était pas en accessibilité dans la mairie où je me trouve aujourd'hui, donc c'est devenu la salle du conseil municipal. Vous avez à droite le cinéma, donc un haut lieu de culture avec le cinéma art et essai, une capacité de 200 places, un petit cinéma, la bibliothèque municipale, donc quand je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, la couleur marron, donc le guichet unique en rez-de-chaussée, le Citizen, des services municipaux, donc la police municipale avec le CVP. Dans les services municipaux, vous avez à l'étage tout ce qu'on a voulu concentrer, tout ce qui est l'urba, la communication, le CCAS. On a parlé de EAC tout à l'heure, tout le service éducation, le service prévention. Le centre hébergement, je vous en ai parlé aussi, c'est là où il y a les 45 couchages. Et puis le lieu de vie qui commence à vivre au fil du temps, cette cour intérieure, où on a mis des aménagements, des bancs un peu modernes, une amorphose aussi pour mettre un peu de modernité dans cette cour. Donc, une cour sécurisée où les enfants, puisqu'on a mis des jeux pour enfants, se retrouvent, les jeunes aussi quand ils sortent du collège, et où l'été, on anime ce lieu. On va voir des slides tout à l'heure. Et puis la partie, le linéaire commerçant, qui est en rez-de-chaussée, où on a une quinzaine de commerçants. Voilà, 11 commerçants, dont une librairie indépendante. Donc, la librairie, elle participe à ce lieu de culture. Donc là, une vue
du guichet unique, Cité Z, avec les jeux d'enfants devant. On a un petit café aussi qui est bien précieux. Bon, en ce moment, il est fermé. Et l'été, donc, en particulier, donc, c'est un lieu de concert, de bal. Voilà. On y fait aussi ce qu'on appelle le ciné sous les étoiles. C'est du cinéma en plein air. Donc, c'est des séances gratuites sur écran géant. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Soit on déambule dans la ville, on installe, c'est très pratique, on installe ce ciné sous les étoiles dans divers lieux de la ville, ou on le concentre dans cette cour qui est sécurisée. Et ici, l'été, il fait très, très, très chaud. Donc, le soir, on attend la nuit pour se faire une bonne toile, si j'ose dire. Et puis, je crois qu'après, il y a l'exemple, alors là, on change de saison, hein, c'est à Noël, donc c'est un peu moins gai. L'enjeu de ce lieu aussi, et de la ville en général, c'est qu'il faut animer la ville à l'année. Bien sûr que nous sommes une zone touristique, on a beaucoup de touristes qui viennent visiter les gorges de l'Ardèche, on est à 1 heure de Nîmes, une grosse demi-heure d'Orange, on est à 3/4 d'heure de la grotte Chauvet, mais on a 10 500 habitants à l'année qu'il faut divertir, entre guillemets, c'est pas péjoratif dans ma bouche, donc c'est important d'animer ce lieu toute l'année. Donc là, c'est Noël. Voilà. Et après, je crois qu'il y a une photo du Festival du Livre, donc en partenariat, donc c'était un festival qui est piloté par une association locale, une grosse association, et son temps fort, c'est ce Festival du Livre qui a lieu dans la salle des fêtes de cette caserne chaque année, tous les mois, au mois de novembre, et qui est fortement aidé par la région, par le département, par des privés aussi, EDF, puisque nous sommes dans un territoire entouré de nucléaire, donc le nucléaire est mécène de ce genre d'événement. Et c'est un temps fort sur la ville. La Charité-sur-Loire parlait de festival. Alors nous, on n'a pas tous les labels, on est encore petit par rapport à la Charité-sur-Loire, mais c'est un festival qui, en plus, rayonne sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas seulement centré sur Pont-Saint-Esprit, ça va aussi dans les villages aux alentours. Et donc, c'est un temps fort que la ville soutient fortement. Et je crois qu'après, c'est moins rigolo. Je crois qu'on a la photo du conseil municipal. C'est moins rigolo qu'un festival du livre. Et pour être vraiment dans l'actualité, aujourd'hui, cette salle des fêtes, vous avez vu le festival du livre, vous voyez le conseil municipal, ben aujourd'hui, c'est le centre de vaccination Covid. Donc, aujourd'hui, cette salle, il y a des médecins et des infirmières qui vaccinent la population du territoire. Voilà, donc je crois que la dernière salle, c'est la slide je ne sais pas si... Non, c'est la dernière. Non, c'est pour vous remercier de votre écoute. Vous dire aussi qu'en termes d'évolution, parce qu'on l'a bien vu, monsieur Jolivel le disait tout à l'heure, ça, c'est des projets à long terme. Et donc, l'évolution de ce lieu, ça va se faire cet été. On a une cellule commerciale vide, donc on va l'investir dès cet été avec l'Office du tourisme. Et puis, on a un projet de nouveau cinéma. Donc, à terme, le petit cinéma donc municipal devrait migrer à un autre endroit pour accueillir plus de spectateurs et faire évoluer la bibliothèque municipale en médiathèque. Et puis, le tissu culturel, je vais juste m'arrêter là. Bien sûr que ce n'est pas centré simplement sur ce lieu de vie. On a aussi un théâtre municipal et puis on travaille énormément avec le musée laïque d'art sacré du Gard, puisqu'on a la chance qu'il soit dans notre ville et on a la chance que la conservation départementale du Gard soit située aussi à Pont-Saint-Esprit. Et enfin, on parlait de réseau tout à l'heure, c'est important d'être dans le réseau. Donc, on a travaillé aussi avec la chartreuse de Villeneuve des Avignons
Et puis, bien sûr, le Centre de développement chorégraphique national d'Uzès, de la danse contemporaine, avec lequel on travaille beaucoup et avec lequel on aura d'autres projets plus tard. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Claire Lapéroni, donc, pour cette très belle présentation de l'évolution de ce site, de cette caserne avec un Z, ce qui a interrogé un peu. Alors, je pense qu'il y a des questions dans la salle et Loé va nous les transmettre. Moi, j'en avais quelques-unes pour tous les trois. C'est un petit peu quelles sont les retombées de ces actions par rapport à la dynamisation du centre-ville, le lien entre la caserne, est-ce que ça fait aussi est-ce que ça attire vers d'autres commerces? Parce que là, il y a déjà une série de commerces sur la caserne, mais est-ce que ça donne envie de venir sur le centre-ville pour faire ses courses et pour visiter et pour se promener? Et le cinéma, ça m'a bien, moi j'aime bien l'idée d'un cinéma qui soit bien en centre parce que ça amène les gens dans le centre-ville plutôt qu'ils ne soient à l'extérieur. Et puis, pour la charité, il y a un peu les mêmes questions. Comment cet immense prieuré, c'est vrai que l'impact du prieuré sur la ville est extrêmement important. À la charité, bon, on l'avait visité ensemble d'ailleurs, Luc, il y a quelques années. Et c'est vrai que cette place est très forte. Eh bien, comment tout ce qui a été fait sur ce prieuré, comment est-ce que ça rejaillit à la fois sur la ville en termes de dynamique, mais aussi peut-être sur l'intercommunalité? Je vais commencer à répondre pour la charité. Déjà, il faut prendre en compte le territoire de la charité. Nous sommes dans la Nièvre. La Nièvre, c'est un territoire qui n'a pas une dynamique en elle-même, qui ne porte pas de dynamique de population. Je vous l'ai dit au début, on perd de la population et on est dans un cas de figure où on fantasme son passé, qui était forcément glorieux. Le quotidien se vit un petit peu difficilement. Enfin, je parle de l'État au début des années 2000, et alors le futur n'existe pas. Donc, c'était un vrai souci d'un sentiment de récession et d'abandon qui était assez lourd. Et je dois dire, à l'échelle de la commune, mais pas seulement, je vais vous en parler, cette dynamique patrimoniale, culturelle, a permis de réinverser les choses. Tout d'abord, d'être un peu à l'aise dans son présent, c'est-à-dire de pouvoir développer une idée de territoire où il fait bon vivre et où même y habiter n'est plus un signe de déchéance sociale, mais au contraire un choix. Il se trouve qu'à la Charité, on a profité d'une dynamique un peu extérieure, c'est-à-dire que notre territoire a été raccordé à l'Île-de-France par l'A77 et d'un seul coup, on se trouvait dans l'orbite des 2 heures de Paris. Et donc, on a gagné à la fois sur le sentiment d'appartenance des habitants, mais aussi d'avoir une existence dans ce cercle un peu concurrentiel des 2 heures de Paris. On a pu exister. Alors, si on prend les répercussions point par point, logement. Dans un premier temps, on a bénéficié un peu d'un effet, comment dire, on n'a pas attiré toutes les catégories socioprofessionnelles. On a eu un type de socioprofessionnels qui sont arrivés assez vite, qui ont été un peu les pionniers. Ça fonctionne toujours un peu comme ça aussi dans les dynamiques de renouveau, qui étaient ces franciliens qui avaient un rapport assez distant à leur donneur d'ordre ou à leur lieu de travail. Qui des universitaires, qui des conservateurs, qui des avocats, qui passaient 2 jours à Paris et le reste du temps en province. On se trouve qu'en plus, l'arrivée de la fibre optique arrange un peu les choses, mais enfin, voilà. Et c'est ce qu'on appelle, nous, non pas des résidences secondaires, mais des résidences partagées, et ça marche plutôt bien. Et par contre, et là, c'est le côté très paradoxal des choses, on l'a vu, bon, vous avez tous entendu parler du phénomène du confinement, des gens qui cherchent à quitter l'agglomération, les agglomérations de façon générale. Eh bien, à la Charité,
eh bien, c'est l'ensemble du territoire périphérique qui a gagné sur la base d'un territoire dynamique qui est celui de la Charité, mais pas la Charité elle-même. Et le centre-ville continue, et ça devient un vrai drame, à perdre de la population. Et je vais vous donner un chiffre qui fait mal, qui nous, personnellement, nous fait mal, c'est que nous avons, sur le centre-ville de la Charité, je rappelle, à 4800 habitants, eh bien, nous avons 120 immeubles vacants ou en insalubrité, etc., ou en état de péril, ce qui est encore pire. Donc, vous voyez, 120 immeubles à l'abandon sur le centre-ville. C'est pour nous le vrai drame, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est notre prochain combat, c'est-à-dire que maintenant que la dynamique du prieuré est lancée et elle va continuer, eh bien, c'est la dynamique centre ancien qu'il faut encourager. Du côté des commerces, je vous ai parlé de la ville du livre. La ville du livre, ils ont évidemment profité, les libraires en livre ancien, ils ont évidemment profité de fonds de commerce qui ne coûtaient rien du tout, mais vraiment rien. Donc, ils sont installés, ils ont fait vivre, le public est revenu, et puis là, effet boomerang, maintenant que les fonciers, que le fonds de commerce a repris de la valeur, eh bien, ce ne sont plus des libraires qui s'installent, c'est d'autres commerces. Résultat, la culture qui était à l'initiative, qui était dans le lancement du renouveau du site, eh bien, a perdu, voilà. Bon, au profit d'autres commerces, hein, et c'est très très bien. Hein. De toute façon, le métier de libraire en livre ancien est un métier, je crois, qui est un peu remis en cause par les ventes sur tous les sites. Ça a complètement bousculé tout ça. Je finis sur un dernier point, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, sur l'importance des réseaux et des labels. Alors, les labels, vous l'avez vu, à la Charité, on en use et on abuse. Bon, mais ce n'est pas un hasard. Dans un contexte de manque de crédit annoncé, de pénurie de crédit, etc., nous, on s'abrite derrière les labels. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que ça nous fera toujours sortir au niveau des piles de financement par le haut. Mais aussi parce que les labels, c'est des exigences de qualité. Être ville d'art et d'histoire, c'est un cahier des charges. Être centre culturel de rencontre, c'est un cahier des charges. Et c'est un cahier des charges de qualité. Et on s'abrite, nous, derrière, parce que c'est aussi ce qui nous tire vers le haut. Hein. On est une petite ville, mais ça nous tire encore vers le haut. Et puis, une fois que nos partenaires nous disent, on leur dit aussi, voilà, aidez-nous à respecter notre cahier des charges. Hein. On est ville d'art et d'histoire, ça nécessite un certain nombre d'investissements. Le SIAP, vous allez en parler, Thierry va en parler, et voilà, il faut nous aider. Donc, on s'en est vraiment servi. Et les réseaux, c'est un peu la même chose, mais dans les deux sens, par contre, là. C'est-à-dire que, je pense à la Fédération des sites tunisiens, puisque en Saint-Esprit, on a fait partie à un certain temps, et c'est une solidarité dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est aidé par des plus forts que nous et on aide des plus faibles que nous, des plus petits sites. Et puis, on fait nos échanges de réseaux, et puis on fait nos échanges de recettes de cuisine, et puis on se partage des expériences en commun. Et c'est le même cas pour sites et cités remarquables. Ça, c'est franchement, ce sont des appuis et des soutiens qui sont réellement des soutiens importants. Hein. Voilà ce que je pouvais un peu dire. Je vous passe la main. Merci beaucoup, Luc. Alors, nous avons une deuxième question pour la Charité-sur-Loire qui porte sur le SIAP, sur la surface qui va être accordée à ce lieu, et également du lien qui peut exister entre le SIAP et la thématique du mot. Peut-être que Thierry pourra nous apporter une réponse. Ouais. Avant juste de répondre à cette question sur l'impact de la Cité du mot sur le tourisme, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer parce qu'on a un tourisme qu'on peut dire de tourisme pendant la période du festival, mais qu'il y a des gens qui arrivent et qui repartent. Et on a une autre forme de tourisme qui va être limitée à la période, une grande période estivale de mai à, on va dire, septembre. C'est pas toujours évident de savoir s'ils viennent voir le prieuré ou la Cité du mot. C'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à trancher. La Cité du mot
par l'organisation d'une programmation d'été, anime en tout cas l'été charitois et au niveau du territoire, ce qui crée effectivement une dynamique. Mais on a pour beaucoup un tourisme aussi qui est un tourisme à la charité de passage, de transit, pas forcément un tourisme de personnes qui restent très longtemps sur le territoire. Ce n'est pas exactement les mêmes choses. Alors pour le SIAP, donc, tous les arbitrages ne sont pas encore véritablement rendus. C'est un SIAP qui va prendre une configuration un peu particulière puisqu'on a à la Charité un musée municipal qui est fermé depuis 2011, mais avec des collections. Et la réflexion que l'on a en ce moment, c'est d'associer une partie des collections à l'intérieur du SIAP et de mettre quelques objets des collections du musée au sein du SIAP et peut-être d'avoir aussi à côté un espace d'exposition pour une partie des collections du musée. Pour ce qui est des superficies, donc on serait globalement dans les salles qui sont en bas, dites salles 18e siècle. Là encore, tous les arbitrages ne sont pas rendus, mais on dispose déjà de 2 grandes salles assez lumineuses qui pourraient être sécurisées, qui font à peu près un peu plus de 200 mètres carrés. Sachant qu'avec le projet de réaménagement de la salle haute, comme je vous ai montré, en fait, on a un projet de réaménagement global du site, notamment de ses accès. Et quand on aura la bibliothèque, rien ne nous interdit de mettre une partie, soit des collections du musée, soit une partie d'introduction du SIAP au sein de cet élément. Et aussi, en tout cas, ce qui va nous permettre, nous, de repenser à la fois l'accessibilité et la visibilité du site, qui est un petit peu compliqué. Oui, c'est grand, mais c'est un peu enchâssé dans la ville. Et en ce qui concerne le rapport entre patrimoine et mots, là, c'est encore une dimension qu'on doit travailler, mais on a 2 dimensions. On a, comme vous l'a dit Luc, cette ville qui a misé sur le tourisme culturel, le mot, la cité du mot, le festival du mot, et qui a été un moment ville du livre, et qui aujourd'hui dispose d'à peu près 150-180 citations peintes sur les murs de la ville, principalement dans le centre, mais pas uniquement. Et ça, c'est une dimension à prendre en compte, puisque ces inscriptions sont finalement sur le bâti public, bâti privé, vitrine. Et ça, c'est très important aussi à mettre en compte. On a à prendre en compte, pardon, un deuxième axe, qui est que on a du patrimoine, on a les mots. Les mots du patrimoine, c'est fondamental. Pourquoi vous dites salle capitulaire? Pourquoi vous dites chevet? Pourquoi vous dites tympan? Et du coup, avoir cette réflexion sur des mots à la fois de patrimoine ou des mots de tous les jours qu'on emploie et qu'on voudrait ici mettre un peu en valeur. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être des questions qui peuvent être posées directement à l'oral, si certains d'entre vous veulent prendre la parole en coupant vos micros, ce qui est peut-être plus simple pour échanger plutôt que de poser des questions dans le chat. Donc, si certains d'entre vous ont une question ou souhaitent nous rapporter quelque chose sur leur territoire qui pourrait être en lien avec ce qui vient d'être dit, vous avez la parole. En attendant, peut-être pour les deux cas présentés, on pourrait peut-être axer sur la place de l'habitant et de quelle manière les habitants s'approprient-ils le lieu. Est-ce que c'est facile pour vous de dissocier les habitants et les touristes? Est-ce que la politique est la même? Donc, oui, la question des habitants est une question complexe parce que les habitants, c'est évidemment pas un monobloc. Voilà. Il y a des profils d'habitants très différents. Dès le début des travaux de restauration du prieuré, on a fait en sorte à la fois que le monument soit un monument ouvert au public. Pour être très clair, à la Révolution française, c'est devenu un quartier de ville et on a renforcé notre notion de quartier de ville. En clair, on passe dans le cloître pour relier la ville haute à la ville basse. C'est le chemin le plus court. C'est une hérésie d'un point de vue purement patrimonial. Mais c'est volontairement que l'on a, au contraire, renforcé toutes les traversées du monument, pour que le monument soit, de façon plus ou moins consciente, faire partie du quotidien. Dans un premier temps, dans les premières années, on a fait exactement ce qui s'est fait à Pont-Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on a trouvé toutes les occasions de faire rentrer dans le monument.
parce que un salon du livre, c'était bon à prendre. Pourquoi pas un salon de l'habitat? Pourquoi pas voilà, le marché de Noël? Bon, parce qu'il y avait urgence à ce que le public se réapproprie le sujet. Et aussi parce qu'on n'était pas encore prêt à avoir un projet, un état d'usage au quotidien un peu différent. Puis après, s'est mis en place la Cité du Mot. Et là, on a commencé à tirer, mais en faisant attention de ne pas exclure pour autant. Mais maintenant, c'est beaucoup plus estampillé Cité du Mot, même s'il y a d'autres festivals qui y trouvent leur place, même s'il y a quelques manifestations qui y trouvent toujours leur place. Mais petit à petit, le projet culturel reprend un peu le dessus, parce que l'on sait aussi que ce projet culturel, il a évidemment une vocation sociale. Je vais vous donner des exemples, enfin, et c'est pas si fréquent que ça, mais le monument est vaste. On a dit CADA. CADA, c'est Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Ça a été localisé dans le prieuré pendant un certain temps. C'est-à-dire dire, eh ben, ces personnes qui sont, voilà, qui viennent de rentrer dans notre pays, eh bien, on va pas les reléguer, on va les mettre au cœur de ce qu'est le patrimoine. Hein. Et puis, on a trouvé des moyens pour avoir des manifestations ou des actions culturelles, y compris des œuvres d'art, qui soient des œuvres d'art aussi applicables. Et puis, ville d'art et d'histoire, ça veut dire contact avec les enfants, enfin médiation avec des enfants, de la médiation vis-à-vis des habitants, pas seulement des touristes, hein, et ainsi de suite. Donc les habitants, c'est compliqué, si ce n'est que c'est compliqué aussi lorsqu'on voit les sommes en jeu. C'est-à-dire que, je vous ai parlé, un petit chiffre que vous n'avez pas relevé, mais 17 millions d'euros dans une commune de 4 800 habitants, hein, bah, il y a des moments où les habitants disent bah, il y en a un peu marre, hein, et nous. Donc il faut être très très vigilant, c'est toujours être sur le fil, dire bah, c'est aussi votre quotidien que l'on change, c'est aussi et c'est un exercice politiquement difficile. Hein. Les élus, il faut des fois un peu de conviction pour porter ça. Hein. Mais je pense que la charité y gagne et le territoire y gagne. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on est un peu intervenu aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là. Merci. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Il y a José qui souhaite prendre la parole, il me semble, qui a la main levée. Oui, merci. José Ozette, de l'association Initiative France Europe centrale et orientale. On s'occupe de coopération entre collectivités locales françaises et d'Europe centrale. Peut-être une dernière question pour Madame Lapeyronie. Je suis toujours favorablement impressionné quand j'entends 180, enfin, si j'ai bien retenu, 180 associations pour une ville de 10 000 habitants. Comment expliquez-vous, enfin, je m'interroge toujours sur d'où vient ce dynamisme, je crois, qui est assez partagé en France, qui fait qu'il y a que le milieu associatif soit aussi fort. Alors, bonjour monsieur. Là, du coup, j'ai peut-être été un peu marseillaise. Je crois que c'est plutôt 140. Hein, donc, ça, c'était avant la crise. Oui. Oui. Mais oui. Parce que c'est un panel, on a une fonction un peu de centralité à Pont-Saint-Esprit, bien sûr. On n'est pas la capitale du Garaudagnin, hein, on est la deuxième ville. Mais on est au nord du territoire, donc on a tous les infrastructures, les équipements, la piscine, les gymnases. Donc, les associations, par exemple, sportives, fédèrent des adhérents qui sont spiripontins, mais aussi des villages autour. Donc, il y a une certaine dynamique des associations sportives, culturelles, patriotiques. Donc voilà, c'est une histoire ancienne, hein. Ça c'est grâce au dynamisme des spiripontins et du territoire en général. Je voulais revenir sur ce que me disait M. Jolivel. Nous aussi, on est rentré en politique de la ville en 2015. On a 35% de vacances dans le centre ancien, et pourtant on a une OPA qui a duré 5 ans où 113 logements ont été réhabilités. Mais c'est comme la culture, ça prend du temps. Du coup, mais c'est
par plein d'axes et plein de champs qu'il faut arriver à dynamiser nos villes et nos territoires. Hein, mais je suis d'accord, c'est pas simple. Mais c'est pas parce que c'est pas simple qu'il faut pas essayer. Il y avait une question, je crois, aussi sur les dynamiques du territoire à penser prix. Nous, les dynamiques, elles viennent, elles sont internes parce qu'il y a quand même de l'industrie. Mais il y a aussi le tourisme qui draine énormément de personnes, en particulier sur les ailes de saison. Hein, ce n'est pas que l'été. Donc, ça part de avril à octobre. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent ici pour le climat, le tourisme durable, le tourisme vert. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. On va sûrement s'arrêter maintenant. Il est 34, donc nous avons déjà dépassé de 4 petites minutes notre session d'1 heure. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je remercie bien évidemment nos 3 intervenants. Donc aujourd'hui, c'était la dernière session de notre second cycle qui portait sur la revitalisation. Nous allons avoir une session d'1 heure qui sera en juin, qui sera un petit peu une session bonus qui portera sur la thématique des matériaux biosourcés. Donc nous allons vous envoyer un mail pour vous prévenir des dates et des intervenants. Et nous lancerons une nouvelle session d'1 heure, une expérience, toujours les vendredis à partir de septembre prochain. Et ce nouveau cycle portera sur la médiation et la revitalisation. Donc, je vous remercie. Vous pourrez accéder au replay qui va être mis sur YouTube. Nous vous enverrons le lien URL pour que vous puissiez y accéder facilement. Et nous vous enverrons également les prochaines dates avec les prochaines rencontres. Merci à tous.